Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Zik Family. La vidéo du moment va traiter du choix du camping-car, à savoir la question qui revient le plus souvent quand on est novice. Qu'est-ce que c'est la différence entre une capucine, entre une cellule profilée, entre un intégral, un fourgon? Je vais tenter de vous répondre simplement et rapidement pour ne pas que la vidéo soit ennuyeuse, traîne en longueur et rébarbative. Donc il y a surtout trois grandes catégories de camping-cars à cellules. Les profilés, les capucines et les intégraux. Et les fourgons dans une autre catégorie à part. Alors, à l'origine du camping-car, on va surtout trouver des capucines. Donc dans les années 80, tout ce qui se faisait était ces capucines. Capucine, c'est donc le fameux lit qui est au-dessus de la cabine, cette excroissance de la cellule dans laquelle on peut dormir en général à deux personnes. Donc à la naissance des camping-cars, on ne faisait pas spécialement de lit permanent à l'arrière du camping-car. C'était pas à la mode, c'était pas demandé, on n'y pensait même pas. Donc le lit principal, le lit des parents, était souvent le lit de capucine. Avec le temps, c'est devenu plutôt le lit des enfants. À la fin des années 80, ont commencé à apparaître les premiers profilés. Donc la capucine était remplacée par une petite casquette plus aérodynamique au-dessus de la cabine, beaucoup moins encombrante, puisqu'en général on y trouvait juste des petits rangements. Et le lit principal s'est déplacé à l'arrière, lit fixe, parfois une dinette transformable au départ, puis très rapidement après le lit fixe, ce qui a eu pour conséquence de faire grandir en longueur les camping-cars. Bah oui, il fallait bien pouvoir faire dormir les gens ailleurs qu'au-dessus de la cabine, donc forcément ça prend de la place en longueur. Dans le même temps, fin des années 80, quoique c'est apparu un peu avant, hein, chez Imer par exemple, où Le Voyageur ont été des précurseurs, du camping-car dit intégral. Intégral parce qu'il n'y a plus la cabine d'origine de la camionnette. C'est un châssis nu qui est livré au constructeur du camping-car, qui réhabille à sa façon la cabine en l'englobant dans la cellule. Alors, les avantages et les inconvénients des trois formules. La capucine, on va honneur à la plus ancienne, et qui est peut-être aussi aujourd'hui un petit peu en voie de disparition aussi. Ses avantages, c'est d'avoir un grand volume de lit tout fait disponible en permanence, au-dessus de la cabine, vachement pratique pour stocker les sacs de couchage, les oreillers, éventuellement une table pliante de jardin. À l'époque où il n'y avait pas de soute, c'est ce qui se faisait. Ça permet d'avoir une chambre toujours prête pour les enfants. Ça leur fait un petit coin à eux. L'inconvénient, c'est forcément la prise au vent et la facilité de conduite qui va en découler. Donc attention aux coins de rue, aux panneaux, aux balcons qui dépassent. Forcément consommation accrue du fait de la prise au vent. Une vitesse maximum moindre, même si aujourd'hui sur les camping-cars les plus récents on ne fait pas la différence. Sauf sur la consommation, en tout cas pas sur les performances. La sensibilité de prise au vent au croisement des poids lourds aussi peut être gênante, hein. Et puis par fort vent latéral, ça fait une grosse portance et ça peut être un petit peu compliqué en tenue de cap, surtout sur les anciennes capucines, notamment base Ford, qui étaient connues pour leur manque de stabilité. Donc dans des petits budgets, hein, puisque c'est la spécialité de ma chaîne, vous allez trouver beaucoup de capucines sur toutes les bases. Si vous avez des enfants, si vous êtes plusieurs pour partir, c'est vraiment pas un mauvais choix. De toute façon, vous pourrez guère faire autrement pour avoir plus de deux couchages. La solution s'imposait d'office, capucine avec des enfants, éventuellement un intégral. On va y revenir après. Ensuite, après la capucine, vient la profilée. Ses avantages indéniables, c'est sur la route. Moins de prise au vent, centre de gravité plus bas. Donc forcément, meilleur agrément de conduite, meilleure tenue de route, performance aussi un cran au-dessus. Forcément, la consommation est moindre, ce qui est un avantage non négligeable. Et souvent, les profilés des années 90 se trouvaient sur des châssis dits châssis Alco. Donc plus bas et à voie élargie et suspension indépendante. Donc tenue de route presque comme une voiture finalement. Inconvénient de ces modèles, comme il n'y a pas de capucine, on n'a pas de couchage. On retrouve en général le lit permanent à l'arrière, à la française, dans le sens de la longueur, ou transversal. Au début, c'était surtout du transversal qu'on trouvait.
L'inconvénient de cette disposition, forcément, c'est la longueur. On est rarement en dessous de 6 mètres si on veut avoir d'autres postes décents, pas trop, un petit cabinet de toilette pas trop petit, une cuisine pas trop petite. On va souvent dépasser les 6 mètres 80 et bien sûr depuis quelques temps largement les 7 mètres avec la mode des lits centraux, etc. Mais dans les budgets qui nous intéressent, on oublie ces versions-là. On sera plutôt sur des lits transversaux. Pour coucher plus de 2 personnes, ça sera souvent la dinette qui sera convertible en lit, plus du dépannage. Et beaucoup plus rarement des lits qui descendent du pavillon. Alors c'est à la mode depuis quelques années, c'est revenu à la mode, hein, parce qu'on croit que c'est une invention récente des années 2007-2008, mais ça existait depuis bien avant. Un constructeur français qui s'appelle Lexa avait trouvé ce système-là très ingénieux et utilisé sur quasiment tous ses modèles des lits plaqués au plafond et qui descendaient au-dessus de la dinette, qui était elle aussi en mode banquette face à face. Là aussi, c'est pas une invention actuelle, hein, les banquettes qui sont transversales. Donc ça faisait 2 lits superposés de place qui étaient très pratiques. Bon voilà, mais c'est des modèles qui sont très peu répandus. Donc il y a peu de chances que vous en trouviez. Ils sont âgés maintenant, ils ont plus de 30 ans. Bon, ceci dit, ça existe encore. Hein, voilà. Et puis la troisième catégorie, l'intégral. Donc lui, il a un lit fixe qui est prêt dans la cabine, il descend au niveau des sièges. Son inconvénient, c'est qu'il ne peut pas être utilisé la journée en étape rapide, puisqu'il faut forcément la plupart du temps abaisser les dossiers, mettre les rideaux, etc. Donc ça ne peut pas servir de lieu de stockage, puisqu'une fois plaqué au plafond, bah, vous ne pouvez pas y ranger le couchage des autres lits, les oreillers ou les jouets des enfants, c'est pas possible. Donc on va dire que l'intégral, il est bien à 2 ou à condition d'avoir un autre mode de couchage, éventuellement à l'arrière avec un lit fixe, ce qui se fait beaucoup. Hein. L'avantage de l'intégral, ça va être son confort de conduite. Vous avez une grande cabine qui s'éloigne de l'utilitaire d'origine, hein, avec une vision qui est panoramique, des rangements sur les côtés, voire même un petit bar, des fauteuils souvent très confortables avec des accoudoirs, réglage des lombaires, ce qu'il n'y avait pas forcément sur les porteurs dans les années 90. Souvent ça pivote aussi pour faire salon. Là aussi, ça c'est très répandu aujourd'hui, mais sur les camping-cars anciens, les sièges pivotants, c'était pas la majorité. En plus, dans les petites cabines assez étriquées d'un J5 ou d'un Transit, vous pivotez votre siège, mais c'est pas pour autant que ça fait intégrer à la cellule, quoi. Ceci dit, c'est quand même un plus, hein, si vous l'avez. Inconvénient de l'intégrale, ça va souvent être sa largeur, prise au vent aussi. La cabine à l'avant qui peut être source d'infiltration aussi, le raccord entre les panneaux latéraux et les panneaux avant, et puis la résistance au choc, hein, parce que c'est quand même moins bien étudié au niveau structure que la cabine du camion d'origine. Alors même si certains constructeurs comme Immermobile ou Le Voyageur ont très vite intégré des structures en acier ou Duralinox avec parties déformables, préprogrammées, etc., malgré tout, ça reste une grosse caravane et attention en cas d'accident. Donc en résumé, une famille avec des enfants va souvent privilégier une capucine. Des gens seuls, capucine pas trop d'intérêt, hein, honnêtement. Enfin, quand on est seul ou en couple, un profilé c'est parfait. Un petit intégral aussi avec un lit pavillon descendant, ça peut permettre d'avoir un modèle court et qui passe partout. Et éventuellement de développer par exemple une salle d'eau importante avec une grande cabine de douche. Ce qui n'est pas toujours le cas des profilés un peu anciens. Souvent on a des cabinets de toilettes qui intègrent la douche, un bac à douche au milieu entre le lavabo et les toilettes, à l'ancienne. Il est très rare de trouver des cabines de douche séparées sur des profilés des années 90 par exemple. Et ça peut être considéré comme un manque. Hein, voilà. Après avoir vous en fonction de vos critères d'importance, on a chacun nos critères. Mais sachez-le, voilà, sur un profilé des années 90, vous allez privilégier le couchage et la qualité routière. Le reste, souvent la cuisine, la salle d'eau vont être un petit peu mises de côté. Et puis, il y a l'autre catégorie, celle qui prend de l'ampleur depuis quelques années, c'est le fourgon aménagé, qu'on appelle van aujourd'hui pour faire plus moderne. Mais à l'époque, un van, il faut savoir, dans les années 80, c'était un véhicule customisé. C'était une fourgonnette avec des peintures... avec
avec des décorations, des kits carrosserie, des jantes larges, des hublots et un intérieur capitonné. C'était ça un van. Aujourd'hui, on appelle le moindre fourgon utilitaire avec un lit à l'arrière, on appelle ça un van. Bon, bah écoutez, c'est la mode. Quoi qu'il en soit, le fourgon n'a pas été inventé, le fourgon aménagé n'a pas été inventé il y a 4 ans. Hein. Il est aussi à la base des premiers camping-cars. Très vite, les constructeurs s'étaient intéressés au trafic, au J5, voire même avant au J9, J7, Estafette. Il y en a eu plein de multiples constructeurs qui ont aujourd'hui, hélas, disparu. C'est passé de mode dans les années 90, 2000. Pourquoi, je ne sais pas. Mais comme toutes les modes, des fois, on ne sait pas. Et c'est revenu. Alors les gens ont peut-être eu un ras-le-bol des camping-cars ultra longs, de 7,50 m, avec les porte-à-faux qui traînent par terre à la moindre manœuvre, à la moindre pente. Et je sais pas, en tout cas, l'envie de revenir à un véhicule plus discret pour stationner aussi peut-être justement sans se faire remarquer, ou en tout cas moins qu'avec un gros camping-car, on fait que le fourgon est revenu au centre des ventes, voire même est en train de détrôner le camping-car dans certaines catégories. Les aménagements sont toujours un peu les mêmes. Alors à voir si vous acceptez d'être dans un espace restreint, si votre charge de famille le permet, bien qu'il y ait des modèles à lit superposés aussi pour faire coucher 4 ou 5 personnes. Il faut bien vous dire que c'est dans un espace beaucoup plus restreint, surtout en largeur et avec les parois des fourgons qui ne sont pas droites, hein, comme une cellule, mais qui remontent comme ça. Ça peut être un peu compliqué de se croiser, de se doucher, mais tout est question de compromis. Alors, évidemment, les fourgons les plus récents sont hors de prix, hein, la mode étant passée par là, ça décote très peu. Si vous avez un budget restreint de 10-15 000 euros, il va être compliqué de trouver des beaux fourgons, surtout depuis que l'obligation d'être homologué VASP est passée en mai 2018. Ça a éliminé d'office toutes les camionnettes qui avaient été aménagées par des amateurs et qui les avaient pas fait passer aux mines. Et forcément, ça a fait monter les prix de ceux qui restent et qui sont homologués. Quand je vois maintenant qu'on arrive à vendre des Fiat Ducato de 96 ou 97, 1,9 L turbo diesel avec 200 000 km, avec un aménagement très sommaire à 10, 12 ou 13 000 euros, moi je me dis qu'il y a quand même un problème, parce que ça ne les vaut pas en soi. Mais bon, c'est le marché qui est comme ça. Si vous arrivez à mettre la main sur des beaux fourgons bien aménagés par des pros dans les années 90, style Fond Vendôme, hein, qui existe toujours et qui faisait des choses exceptionnelles, vous allez forcément le payer. Mais si vous voulez voyager loin, aller dans des petits chemins un peu escarpés, sortir des parkings et des sentiers battus, comme on dit, c'est sûrement le bon choix. Donc voilà, on a parlé de la capucine, du profilé, de l'intégrale et du fourgon. Maintenant, si vous voulez plus de détails, qu'on rentre sur chaque gamme un petit peu plus, etc., bah, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez un petit message et puis on développera d'autres vidéos à ce moment-là. Voilà, j'espère que ce petit point très simple sur les différentes catégories de camping-car vous aura été utile et vous aidera un petit peu dans votre choix futur. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et petit pouce bleu. Merci, au revoir.